Ah, bonjour. Bonjour Nessie, bonjour Marcelin. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, comme chaque Alors, mercredi. objectif de développement durable, quel rôle pour l'industrie ivoirienne? Mais avant, nous vous rappelons que, voilà, mais avant, Oui. vous avez des choses à nous dire. Absolument. Déjà, la première chose, c'est que la répétition est très pédagogique. Il faut se rappeler ce que sont les objectifs de développement durable. Donc, en 2015, on en avait déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau, il y a eu 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés par tous les États membres des Nations Unies, dont la Côte d'Ivoire. 17 objectifs de développement durable avec 169 cibles. Et la question qu'on se pose éternellement, c'est comment arriver à faire en sorte que ces objectifs de développement durable arrivent à rentrer dans le pays. Et une des questions que l'on va se poser naturellement, c'est comment est-ce que l'industrie ivoirienne peut contribuer au développement durable. Puisque, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait vu la carte de la pollution sur la ville d'Abidjan, travaux de recherche faits par des chercheurs ivoiriens en collaboration avec des chercheurs français et des chercheurs du Bénin. Et on s'était rendu compte qu'on avait quand même parfois des seuils de pollution, notamment dus à des causes d'industrie et de transport assez importants. Alors, du coup, la question à se poser, c'est comment allons-nous changer cette industrie qui est un petit peu polluante pour arriver maintenant vers une industrie verte. Et tout à l'heure, on avait un très beau sujet dans le JT, l'économie verte. Donc, ça veut dire organiser la transition de l'industrie ivoirienne, qui avait des technologies un petit peu anciennes et un petit peu polluantes, vers une industrie qui soit aujourd'hui plus respectueuse de l'homme, plus respectueuse de l'environnement. Alors, Cédric, l'industrie, ce sont des machines qui produisent, on l'a dit il y a quelques secondes, ce dont nous avons besoin tous les jours dans nos activités humaines. Est-ce que l'environnement et l'industrie sont inconciliables? Comment, par exemple, le gouvernement prend-il en compte le développement durable dans le développement industriel de notre pays? C'est la très bonne question. Et ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, nous avions aussi une conférence qui était organisée par Bloomfield Investment, une conférence qui s'appelait Risque Pays. Et une des questions, qu'il y avait un des panels qui était organisé, qui était justement objectif de développement durable et développement de la Côte d'Ivoire. Et dans ce panel, on a assisté à la conférence avec un grand intérêt. Et puis il faut féliciter les gens qui organisent des rencontres de ce niveau-là, puisque on avait 3 ministres, on avait des directeurs généraux d'entreprises qui étaient présents, et on leur demandait justement développement économique, social, industrie, comment arriver un petit peu à faire avancer les choses. Et on a fait une captation de Monsieur le ministre de l'Environnement, et c'est le premier élément que nous allons vous présenter ce matin. Comment le ministre, excusez-moi, pas le ministre de l'Environnement, comment le ministre de l'Industrie et des Mines appréhende le développement durable. Vous le faites mieux que moi. Nous avons conçu en fait le PND 2016 à 2020, je veux dire autour des 17 ODD. Sur des sujets qui nous concernent, nous sommes, on pense, au niveau des ODD 8 et 9 pour ce qui concerne la croissance économique et également le développement industriel. Et la Côte d'Ivoire a mis en place en tout cas une politique industrielle qui est hardie et qui devrait permettre de tenir compte, je veux dire, de tout ce qui concerne la préservation de notre environnement. Et pour ce qui concerne l'industrie, nous avons intégré tout ce qui concerne le respect de l'environnement dans nos tests réglementaires. Au niveau du Code des investissements, pour tout ce qui est activité industrielle nouvelle, il est requis, je veux dire, aux opérateurs économiques de faire des études d'impact environnemental. Et sur la base de ces études d'impact environnemental, de pouvoir mettre en place, en fait, des plans de gestion de l'environnement. D'autres décisions ont été prises encore qui concernent tout ce qui concerne les décisions d'interdiction de production de sachets plastiques non biodégradables pour ne pas, en tout cas, polluer l'environnement. Nous encourageons à ce qu'autour des zones industrielles, nous puissions même avoir des espaces boisés à le fait d'absorber en fait tout ce qui concerne en fait les émissions de gaz à effet de serre ou bien les émissions de CO2. D'études d'impact environnemental, il nous parle de zones boisées autour de l'industrie. Vous qui êtes sur le terrain, qu'en est-il? Sur le terrain, donc, il faut regarder, oui, depuis 1992, on a un ministère de l'Environnement en Côte d'Ivoire. On a des obligations de faire des études d'impact environnemental, et justement pour que l'industrie soit moins polluante. Mais en même temps, si la semaine dernière, on vous montrait la carte de la pollution en Côte d'Ivoire, c'est que notre industrie reste quand même relativement polluante. Donc, il faut continuer ce travail-là, il faut le faire de manière beaucoup plus importante. Mais il faut aussi que l'industrie n'attende pas d'avoir l'obligation de faire des études d'impact environnemental pour se poser la question de la préservation de l'environnement, point numéro 1. Le point numéro 2, c'était des
des zones boisées autour des zones industrielles. Bon, aujourd'hui, pour les zones industrielles qui existent, c'est pas possible. Tout est bâti, mais c'est une très bonne réflexion pour l'avenir. Mais le plus important, c'est qu'on a un Parlement qui vote des lois qui sont de très grande qualité, loi sur le développement durable, loi sur l'énergie. Il nous faut des décrets d'application. Et lorsque ces décrets d'application sont votés, malheureusement, ça prend un petit peu de temps, il faut s'assurer que l'industrie soit en mesure de les appliquer. C'est ça la clé. C'est très bien tout ça, mais je suis un opérateur industriel. Comment je fais pour prendre en compte les objectifs de développement durable? Alors, toujours dans cette conférence, on avait une intervention de la CIE. Donc là, vous allez voir le directeur général adjoint de la CIE, chargé donc uniquement des aspects de finance, logistique, etc. Et il va vous montrer comment la CIE prend en compte les 17 objectifs de développement durable dans son plan stratégique. C'est le deuxième élément vidéo de ce matin. Donc, lorsque les ODD sont parus en 2015, nous avons fait une espèce de revue de l'ensemble des 17 objectifs de développement durable et des 169 cibles. Hein, c'était un gros travail. On l'a vu au regard de notre politique et stratégie, de nos exigences de métier, bien sûr, et de son modèle managérial, afin de pouvoir en faire un plan, définir un plan de développement durable. Et ce que je peux vous dire, dans quelques semaines, nous allons présenter notre 5e rapport de développement durable. Et vous aurez dans ce rapport de développement durable ce croisement de nos indicateurs de RSE avec cette grille d'analyse d'objectifs de développement durable. Et sur ces objectifs de développement durable, sur les 17, il y en a 12 qui nous concernent directement. Sur les 12, il y en a 7 qui sont prioritaires. L'accès à l'électricité, la CIE, depuis 2014, a proposé, et ça a été mis en œuvre au gouvernement, un plan pour favoriser l'accès à l'électricité des populations sociales à faible revenu. Ce plan a été mis en œuvre en 2015 et il est en cours. Nous avons pu brancher plus de 400 000 clients de ménages grâce à un programme d'accès à l'électricité avec un paiement à tempérament. Et je salue l'appui de la Banque mondiale, puisqu'on a commencé au 4e trimestre des premiers programmes financés par la Banque mondiale. Et l'objectif, c'est d'en faire encore 500 000 d'ici 2020. Et ça, je pense que c'est un changement réel pour les populations, parce qu'on voit bien dans les rapports, et le ministre en a parlé, l'impact social d'avoir l'électricité, pas seulement devant la maison, mais dans la maison. On a envie de dire, hein, Cédric, la fameuse chanson, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire paroles, paroles, paroles? Est-ce que ce ne sont pas de belles paroles que nous entendons de la part de la CIE? Quels sont les actes concrets? De la part de la CIE, déjà, moi, c'est vraiment une des entreprises en Côte d'Ivoire que j'aime le plus dans la démarche développement durable. Déjà, il faudrait rappeler qu'en 1984, on avait eu la grande sécheresse et c'était les premières opérations de délestage. On parlait de courant Lambert à cette époque-là. 1984. Oui, j'étais né, j'étais là. et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est à cause de cette grande sécheresse, on a eu beaucoup de difficultés économiques dans l'électricité en Côte d'Ivoire. On a dû acheter des turbines à gaz pour la première fois dans le mix énergétique de Côte d'Ivoire. Et ce qui fait que et on a créé en 1991 la CIE. Et donc la prise en compte de l'environnement a toujours été très présente dans la démarche, en tout cas de cette entreprise. Et quand vous regardez la CIE en Côte d'Ivoire, vous avez quand même une entreprise qui est certifiée qualité, sécurité, environnement sur tout le pôle. Donc on a la production, le transport et les mouvements d'électricité. Donc il y a des actes concrets qui sont posés pour le respect de l'environnement. Et l'objectif du développement durable numéro 7 vise à l'accès à l'électricité pour tous. Oui. Est-ce que cela est possible? Alors cela est possible et d'ailleurs c'est un des autres grands enseignements de la Côte d'Ivoire ces dernières années. C'est un peu ce que disait tout à l'heure le représentant de la CIE. On avait besoin d'accélérer l'accès à l'électricité. Et donc ce qu'ils ont fait, ils ont identifié, la CIE a identifié quels étaient l'ensemble des freins de l'accès à l'électricité et notamment un des grands freins c'était le coût de l'accès au compteur, comment arriver à se payer ce compteur. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont identifié plusieurs innovations à apporter parce que aller vers un développement durable c'est innover dans les modèles de l'entreprise. Alors la première innovation, c'était d'introduire le compteur à prépaiement. La deuxième innovation, c'était de se dire il faut qu'on arrive à préfinancer finalement pour le compte de l'utilisateur le prix du compteur. Donc ils ont mis en marche un compteur accessible pour 1000 francs CFA. Ou un petit peu plus, je ne me souviens plus. Mais donc, puisque le compteur a été rendu maintenant accessible, c'est grâce à ce compteur à prépaiement que les personnes ont pu payer à chaque fois qu'ils réglaient leur facture d'électricité progressivement le remboursement du compteur. Et le compteur finalement maintenant est préfinancé par la CIE et il sera remboursé pratiquement sur une dizaine d'années. Donc ça a été mis en place, identifié par la CIE, qui a été proposé au gouvernement et l'alliance de ces deux acteurs, l'État ivoirien et la compagnie ivoirienne de l'électricité, a permis de lancer le programme PEPT.
400 000 personnes ont été raccordées entre 2015 et aujourd'hui. Et finalement, il y a un objectif de raccorder 1 million de foyers d'ici 2020. Et quand on voit les résultats sur le terrain, on se dit que oui, c'est une possibilité concrète. Mais comme le disait aussi l'intervenant, il ne suffit pas simplement de voir que l'électricité passe devant sa maison, il faut aller beaucoup plus loin. Nous avons 80% des Ivoiriens qui vivent devant le réseau électrique, mais seuls 40% sont raccordés. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Absolument. Et on encourage l'État et on encourage la CIE. Beaucoup de travail également à faire dans un autre secteur industriel important pour notre pays, c'est l'agriculture. Alors, comment les objectifs de développement durable sont pris en compte au niveau de l'agriculture, mamelle nourricière de notre pays? Absolument. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On ne le dira jamais assez. Donc, ici, ce que nous avons, c'est le 3e élément vidéo de ce matin. Et toujours dans le cadre de cette conférence pays qui avait été organisée par Bloomfield Investment, vous allez entendre le directeur, enfin un des responsables de Olam, qui va s'exprimer sur la thématique agriculture et développement durable. Dans le développement durable aussi, une des questions clés, c'est les revenus en fait. Lorsqu'on augmente les revenus, on permet d'augmenter l'accès aux soins, l'accès à l'éducation. Donc c'est l'un des premiers objectifs en fait du développement durable, c'est accroître les revenus des planteurs. Et en Côte d'Ivoire, on a réussi à le faire pendant près de 40 ans parce qu'on a permis aux petits planteurs d'avoir 2-3 hectares, de travailler pour eux-mêmes, plutôt que d'être salariés d'une grande entreprise qui allait avoir des 20 000 ou 30 000 hectares comme concession. Donc aujourd'hui, l'agriculture en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est plus de 20% du PIB, c'est plus de 50% des recettes d'exportation, c'est près de 2/3 des emplois et des ressources des populations en fait. Donc c'est vraiment au cœur de la problématique qu'on a aujourd'hui. On ne pourra pas avoir d'industrialisation en Côte d'Ivoire sans agro-industrie. Et l'un des éléments aussi déterminants dans la réduction de l'empreinte environnementale, c'est l'utilisation de la biomasse à partir des déchets agricoles. Et on utilise les déchets d'huile de palme et de bois de caoutchouc pour créer de l'énergie. Nous-mêmes, par exemple, dans notre usine de cacao à San Pedro, on utilise les déchets des coques de cacao comme source d'énergie, en fait. Donc je pense que ce mix d'utilisation d'engrais naturels et d'utilisation de déchets pour la biomasse permet aussi de réduire l'empreinte environnementale de nos activités agricoles. Voilà, l'intervenant parlait là de biomasse. Biomasse à revenir à chaque fois. C'est quoi exactement? Alors, la biomasse électricité, c'est une merveilleuse technologie. De toute façon, c'est simple. Vous prenez une cabosse de cacao ou n'importe quel déchet agricole en Côte d'Ivoire, vous le brûlez, vous avez de la chaleur. Si vous mettez de l'eau à côté de cette chaleur, vous avez de la vapeur. Si vous avez une turbine, la vapeur va entraîner la turbine et avec cette turbine, vous produisez de l'électricité. Ça veut dire que théoriquement, tous nos parents planteurs en Côte d'Ivoire sont des fournisseurs de combustible pour l'électricité en Côte d'Ivoire. Et en plus, quand on regarde le cas de San Pedro, qui est justement le premier port d'exportation du cacao en Côte d'Ivoire, si toutes ces fèves sèches de cacao arrivent au port de San Pedro, ça veut dire qu'on doit aussi pouvoir collecter et transporter les cabosses broyées et en faire un combustible. Et c'est beaucoup plus intelligent, me semble-t-il, que de proposer, comme malheureusement c'est fait en ce moment, une centrale à charbon à San Pedro. Charbon minéral. La Côte d'Ivoire ne produit pas de charbon minéral, donc on va importer ce charbon minéral. Par contre, la Côte d'Ivoire produit beaucoup de déchets agricoles, qui est une source potentielle pour l'électricité, d'où la biomasse électricité. Alors, agriculture, environnement, n'y a-t-il pas de propositions à faire aussi aux agriculteurs eux-mêmes pour mieux prendre en compte l'environnement? Alors absolument, là on avait une intervention qui était surtout centrée sur le fait qu'on a un modèle en Côte d'Ivoire qui arrive à associer les plantations industrielles et les plantations villageoises, donc un partage des revenus entre l'industrie et l'agriculture. Naturellement, il faut féliciter ce choix qui a été fait dès 1965 par le président Houphouët-Boigny avec l'organisation de l'industrie du palmier à huile en Côte d'Ivoire, et après on a vu d'autres bénéfices dans d'autres secteurs industriels. Par contre, ce qui est important aussi, c'est qu'on sait maintenant que la solution de l'agriculture chimique n'est pas forcément une des meilleures solutions. Et donc, on a, dans le cadre de l'économie verte, on a aussi d'autres stratégies à proposer aujourd'hui, des stratégies qui vont reposer sur la fertilisation des sols grâce à des engrais organiques. Et finalement, un engrais organique, ça veut dire, ça nos parents planteurs le savent très bien, quand on fait du compost, on prend des déchets végétaux, on met un petit peu de fiente de poulet, on prend un peu de caca de bœuf, comme on dit sur le terrain, et puis on mélange tout ça, ça fait du compost, et si on le fait de manière assez intelligente, on enrichit nos sols. Maintenant, ça c'est pour la fertilisation, il y a une stratégie artisanale qui est le compost, mais aussi il y a une stratégie industrielle qui est la production de biofertilisants, et ça commence à arriver en Côte d'Ivoire. Maintenant, la deuxième question, c'est aussi de voir les stratégies de phytosanitaire, c'est-à-dire comment lutter contre les maladies, contre les nuisibles dans le monde de l'agriculture. Et là aussi, maintenant, ce qui est important, c'est d'identifier les technologies qui existent.
On ne faisait pas ça avant parce que la chimie était la solution qu'on a utilisée après la Seconde Guerre mondiale. Mais la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a très longtemps. De nouveau, on est en 2018, et bientôt en 2020. Il faut identifier tout ce qui existe à l'international et surtout expliquer à nos parents planteurs, les former, les accompagner pour mettre en œuvre des itinéraires techniques agricoles innovants, basés sur l'environnement et non pas la destruction de l'environnement. Comme quoi l'espoir est permis. L'espoir est toujours permis si on s'y prend très tôt. Et puis, de nouveau, on n'a pas le choix. On connaît les impacts du changement climatique. Le vrai problème du développement durable, c'est qu'on connaît les solutions, mais qu'on ne les met pas en œuvre. Mettons-les en œuvre. Merci beaucoup. Et ça, c'est surtout le grand problème, la mise en œuvre. C'est là où il y a beaucoup de soucis dans nos pays en voie de développement, mais gageons qu'avec toute cette sensibilisation, tout ce que nous faisons pour attirer l'attention, un jour, ça va payer certainement. Merci beaucoup, Cédric. Merci. À la semaine prochaine. Et le thème, ce sera électricité. Électricité. Il y aura de l'électricité dans l'air, mais de façon positive, rassurez-vous. La pub, et on se retrouve juste après pour le dernier élan, le dernier G de cette émission. C'est bien sûr avec Madame Nguessan Bernadette qui nous parlera bien sûr de comment prévenir la fugue chez l'enfant. Vous le savez, le mercredi, c'est famille. À tout à l'heure.